Merci, honorable assesseur. Le 28 septembre, au matin, comme c'était un jour férié, chômé et payé, décrété par le président de la République, j'avais un programme à Koya. J'ai pris ma voiture. Je n'avais pas mon chauffeur, évidemment, et mes deux gardes-corps, puisque je n'en avais que deux. Et comme c'était un jour férié, je leur ai dit de rester chez eux. Donc, je suis passé vers Yimbaya. J'avais rendez-vous avec un monsieur, M. Bangoura, Kaba Bangoura. Je lui ai pris, lui et sa femme. On partait sur Koya. Lorsqu'on est arrivé à l'Ansana Barrage, on avait passé l'Ansana Barrage, entre l'Ansana Barrage et Kuntia, mon téléphone a sonné. Et c'est moi-même qui conduisais la voiture. Et comme je ne suis pas un bon chauffeur, je me suis garé, enfin j'ai ralenti, j'ai pris le téléphone. C'est le chef d'état-major général de l'armée à l'époque, le colonel Oumar Sano, général Oumar Sano, qui m'a appelé. Il me dit, il dit, docteur, où tu es? J'ai dit, je suis à Koya, je suis en partance pour Koya. Il me dit, il paraît qu'il y a eu des problèmes au stade. Il faut envoyer les ambulances au stade. Aussitôt, j'ai appelé madame la directrice de l'hôpital Donka, à l'époque. Je lui ai dit, il paraît qu'il y a eu des problèmes au stade. Il faut envoyer au moins 2 ambulances. Et moi, j'ai continué avec messieurs et madame Bangoura. À quelque chose de 300 mètres, c'est la directrice de Donka qui m'appelle. Elle me demande ma position, j'ai dit, je suis à Koya. Elle me dit, qu'il y a eu des problèmes au stade et que la Croix-Rouge a commencé à envoyer des blessés sur Donka. Beaucoup de blessés. J'ai dit, d'accord. J'ai dit alors à M. Bangoura, j'ai dit, il y a eu des problèmes au stade. Là, on ne pourra pas continuer. Je dois rebrousser chemin. J'ai rebroussé chemin. Je leur ai déposé à Yimbaya, là où je leur ai pris eux. Je me suis dit, bon, écoutez, comme je n'ai pas de chauffeur, je n'ai pas de garde-corps, et on m'a dit qu'il y a eu des problèmes au stade. J'ai dit, je passe par le... J'ai appelé d'abord mes garde-corps, un de mes garde-corps, pour demander leur position. Ils m'ont dit qu'ils sont au camp Alpha. J'ai dit, donc, vous m'attendez sur place. Alors, je suis rentré au camp, j'ai pris mes 2 garde-corps. Et avec eux, nous sommes venus à l'hôpital Donka. À l'hôpital Donka, je suis rentré, j'ai trouvé effectivement que la Croix-Rouge faisait des navettes. Il y avait quand même beaucoup de blessés. Et là, madame la directrice de Donka, pour les médicaments qu'elle avait avec elle là-bas au niveau de l'hôpital, elle a fait sortir ces médicaments. Ensuite, j'ai trouvé là-bas le représentant permanent de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée à l'époque, le docteur René Kodi, qui avait aussi des kits d'urgence, qui les avait déposés. Mais, vu l'affluence, il fallait ouvrir les magasins de la pharmacie centrale de Guinée. Et il s'est trouvé que la clé était avec le docteur Abdourahmane Diallo, qui habitait Nongotadi. J'ai dit, bon, je n'ai pas de chauffeur, mais comme je suis avec mes 2 garde-corps, il faut qu'on parte à vaille que vaille à Nongotadi pour récupérer les clés de la pharmacie centrale de Guinée pour sortir les kits d'urgence. Mais comme j'étais en civil, j'ai pris directement à Donka là-bas, Dr Sekou Kondé, à l'époque, il était le directeur national des établissements hospitaliers de soins, parce que je les ai tous trouvés sur place à Donka, avec les grands professeurs, les professeurs Nabi Daouda, paix à son âme, les professeurs Namouri, les professeurs Biro. Vraiment, tout ce monde médical était déjà arrivé sur place. J'ai pris Dr Sekou Kondé, j'ai dit, bon, donc, comme moi je ne connais pas ce Dr Abdourahmane, qui a les clés des magasins de la pharmacie centrale, et que vous vous connaissez chez lui, il va falloir que vous m'accompagniez. Il dit, d'accord.
Mais j'ai dit, bon, d'abord, nous partons au camp Samori, parce que moi, j'y habite. Je vais me changer, je vais prendre la tenue militaire, parce qu'après, là-bas, il va falloir que je parte pour rencontrer le président d'Addis pour lui rendre compte. Parce que généralement, lui, il travaille seulement la nuit, il ne travaille pas la journée. Donc, pour moi, il dormait même. Alors, avec le Dr Sekonde, nous sommes allés au camp Samori, je me suis mis en tenue militaire, on a rebroussé chemin. Nous sommes allés à Nongotadi récupérer le docteur Abdourahmane Diallo et les clés. Entre-temps, en revenant, j'ai appelé mon chauffeur, j'ai demandé sa position. Il me dit qu'il est au camp Alfayaya. J'ai dit, ok, donc tu m'attends là-bas sur place. Au retour arrivé à Koja, nous sommes rentrés au camp Alfayaya. J'ai récupéré mon chauffeur, je lui ai dit, donc tu déposes les deux docteurs là, vous les déposez à la pharmacie centrale de Guinée. Et comme ça, ils sont partis, ils ont ouvert les magasins de la pharmacie centrale de Guinée, là où il y avait les kits d'urgence. Je crois qu'ils les ont acheminés sur Donka. Entre-temps, moi, je suis allé pour rendre compte au président d'Addis. Je suis allé à Donka, il y a eu beaucoup de problèmes au stade, il y a beaucoup de blessés. Quand je suis rentré, je l'ai trouvé, j'ai commencé à lui expliquer, non, je suis déjà informé. Ce que tu vas faire, tu vas maintenant, tu regroupes tes cadres, vous allez voir, vous me faites un devis pour la prise en charge de tous les malades, de tous les blessés. Et tu le fais et tu viens me voir. Ainsi dit, j'ai pris là-bas une autre voiture, on m'a prêté une autre voiture, je suis allé directement au ministère de la Santé. Je ne suis plus retourné à Donka. Je suis allé au ministère de la Santé, j'ai appelé les différents cadres. Ils sont venus. J'ai dit, bon, maintenant, d'abord, vous me faites un devis estimatif pour la prise en charge de tous les blessés, sur ordre du président. Ça, c'est depuis la médication, c'est-à-dire les médicaments, jusqu'à la nourriture. Ils disent, d'accord. Et ils ne sont pas de côté. J'ai appelé les autres, j'ai dit, bon, il va falloir qu'on essaie de désigner un comité de crise pour nous gérer ça. On a fait la composition du comité de crise. Je crois que j'avais fait un arrêté par rapport à ça. Et on a constitué la liste des membres du comité de crise, de ce comité de crise. Et l'inspecteur général du ministère de la Santé à l'époque était le président du comité de ce comité de crise, le docteur Abakar Sidiki Diakité. Donc, ils ont fait le devis estimatif. Après, moi, j'ai pris le devis estimatif, je suis remonté au camp Alfayaya, le siège de la présidence. J'ai rencontré le président d'Addis. Et sur le coup, il a appelé le ministre des Finances à l'époque et le gouverneur de la Banque centrale. Ils les ont instruits de mettre ce montant à la disposition du ministère de la Santé pour la prise en charge des malades. Et c'était un montant qu'on avait évalué à 1,422 milliard et quelques poussières. Comme ça a duré, j'ai oublié les virgules. Ainsi, la somme, je l'ai fait débloquer et j'ai mis la somme à la disposition du comité de crise. Dans ça, ils ont acheté les médicaments, les pansements, les consommables, les films de radio, les réactifs de laboratoire. Et comme il y avait beaucoup de malades et il y avait aussi beaucoup de lits vétustes et de matelas vétustes, ils ont profité, ils en ont acheté des lits et des matelas pour remplacer ceux qui sont vétustes, plus des draps et des oreillers. Pour l'alimentation, nous avons négocié avec une ONG internationale de la place, la Terre des Hommes, pour assurer la nourriture des malades à raison de 3 repas par jour, matin, midi, soir. C'est ce qui fut fait et la facture, nous l'avons payée. Donc, par rapport à ça, à ce malheureux, à cette malheureuse situation dramatique du stade du 28 septembre, c'est ce que je connais. Ensuite, on a assuré le suivi, évidemment, des malades jusqu'à
leur sortie. À ma connaissance, il n'y a pas eu de malades sortis avec des séquelles. Et il y a eu un seul décès. C'était un jeune âgé de 12 ans qui avait reçu une balle au niveau de la tête, une soi-disant balle perdue. Mais je crois 3 jours après, il n'a pas pu supporter. Il a succombé suite à ses blessures. Parce que dans son état, on ne pouvait pas l'évacuer. Vous savez, il y a des malades aussi qu'on ne peut pas évacuer parce que surtout si l'évacuation se fait par l'avion à cause de la dépression. Donc on a dit, bon, on va chercher à le stabiliser, mais malheureusement, il en est décédé. Donc c'est le président, honorable assesseur, c'est ce que je connais par rapport à cette situation tragique du 28 septembre. En train de profiter de ma journée fériée, puisque ce jour était déclaré férié. Et donc, la première victime de l'hôpital national d'Onka vient de mon quartier, parce que je n'habite pas très loin du stade. C'était le fils de notre imam de la mosquée qui est en face du stade. Et quand il y a toujours des problèmes de santé, les voisins du quartier viennent solliciter mon secours. La famille est venue vers moi pour m'annoncer que leur fils est blessé à partir du stade. Et immédiatement, comme d'habitude, j'ai demandé qu'ils se rendent aux urgences de l'hôpital national d'Onka pour une prise en charge immédiate, sans savoir exactement de quoi il s'agissait. Et quelque temps après, il y a eu des mouvements dans le quartier, de l'agitation, beaucoup de perturbations. On me disait que ça tire au stade et qu'il y a des blessés. Donc, comme j'ai l'habitude de le faire, j'ai immédiatement appelé l'ambulancier de jour à l'hôpital d'Onka pour que je m'y rende afin de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. L'ambulancier est venu me chercher à la maison et nous sommes partis immédiatement à l'hôpital national d'Onka. Et comme nous avions l'habitude de le faire, je me suis rendu immédiatement dans la salle des urgences où toutes les équipes étaient déjà mobilisées. Nous avons vu des blessés arriver, beaucoup de blessés, dans des états vraiment très insupportables. Et heureusement, le chef de service des urgences qui était là, et lui et son équipe ont déjà bénéficié de formation avec le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, pour déclencher le plan d'urgence dès que le nombre de blessés a atteint 25. Et au moment où j'arrivais, ce chiffre était déjà atteint parce que les ambulances de la Croix-Rouge et autres ambulances avaient commencé maintenant à faire venir les blessés à Donka. Mais ce que nous avions vu ce jour, j'étais vraiment sidéré. On s'est retrouvé devant une véritable boucherie humaine. Mais les équipes se sont mobilisées autant qu'ils pouvaient. Et le plan d'urgence, c'est de mobiliser immédiatement toutes les ressources humaines, matérielles, en produits pharmaceutiques qu'il faut pour la prise en charge des blessés. Le CICR avait installé une caisse dans la salle des urgences avec tous les produits pharmaceutiques d'urgence qui doit être débloqué dès que ce nombre de blessés est atteint. Et donc, déjà, ces médicaments étaient disponibles. Le stock de la pharmacie a commencé à être livré par l'équipe de garde de la pharmacie, mais vraiment, au niveau où nous étions, les stocks de l'hôpital national d'Onka ne pouvaient plus tenir la prise en charge des victimes qui arrivaient. Mais là, toutes les équipes médicales de l'hôpital national d'Onka étaient maintenant mobilisées. Quand je dis les équipes médicales, quand c'est un jour férié ou n'importe quel jour, c'est seulement l'équipe de garde ou de permanence des urgences qui fonctionne. Mais dans le cadre du professionnalisme, du serment d'Hippocrate, l'éthique et la déontologie, tous les services et unités de l'hôpital national, donc à ce jour, la pédiatrie, la maternité, 32 services et unités confondus, les agents qui étaient en place se sont mobilisés pour venir renforcer les équipes médicales des urgences. Et moi, en tant qu'administrateur,
parce que c'est le lieu de vous préciser que j'ai fait ma formation, mon doctorat d'État en médecine pour la clinique, mais après, j'ai bénéficié d'un diplôme, d'une formation post-universitaire. Fermez cette porte, s'il vous plaît. Fermez la porte là. Excusez-moi, continuez. Allez-y. Donc, comme je vous le dis, moi, j'ai été clinicienne au départ, c'est-à-dire que j'ai bénéficié d'un doctorat en médecine, mais quelques années après, j'ai fait un poste universitaire et je suis sortie spécialiste en gestion hospitalière et en management des services de santé. Donc, depuis ça fait plus d'une vingtaine d'années, je ne touche plus aux malades, je suis dans l'administration sanitaire. Ma mission, mon rôle, c'est d'assurer la coordination des équipes médicales et mettre à leur disposition les ressources matérielles et les ressources matérielles financières pour améliorer leurs conditions de travail et faciliter la prise en charge des malades. Donc, ce rôle de coordination que nous avons l'habitude de faire personnellement et avec toute l'équipe de la direction générale, nous étions là pour faciliter ce travail. Et comme j'ai vu que nous étions maintenant débordés, les moyens, les ressources de l'hôpital ne pouvaient plus suffire pour cette prise en charge. Parce qu'en une journée, nous avons reçu plus de 500 blessés. Situation à laquelle aucun des professionnels de santé que nous sommes n'avait jamais été confronté tout au long de notre carrière. J'ai immédiatement appelé ma hiérarchie, notamment le directeur national des établissements hospitaliers de soins et ensuite Monsieur le ministre de la Santé pour lui dire que nous sommes dans une situation d'urgence et que nous avons besoin vraiment d'assistance en produits pharmaceutiques d'urgence. Après l'appel, j'ai continué à aider les équipes à continuer leur travail et quelque temps après, Monsieur le ministre est arrivé, il nous a trouvés dans la salle des urgences. On lui a expliqué la situation, il a compris de quoi il s'agissait et il y avait un besoin immédiat d'apporter d'autres produits pharmaceutiques pour faciliter la prise en charge des victimes. Et il est ressorti pour se rendre à la pharmacie centrale de Guinée afin qu'une dotation puisse être mise à notre disposition. Et effectivement, dans la matinée, nous avons reçu des stocks d'urgence pour continuer la prise en charge des blessés. Mais aussi, il y a eu toujours à nos côtés les partenaires du secteur de la santé en situation d'urgence et de catastrophe. Ces partenaires sont l'OMS, l'UNICEF, Médecins sans frontières, le CICR, la Croix-Rouge et tous les partenaires du secteur de la santé que vous connaissez étaient maintenant à nos côtés avec des stocks d'urgence pour nous accompagner dans la prise en charge des blessés. Et je voudrais vous dire que cette prise en charge s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Par la grâce de Dieu, toutes les victimes qui sont arrivées à ce jour, comme je vous le dis, plus de 500 blessés. Au finish, quand on a capitalisé pendant les jours suivants, on s'est retrouvé pour le cas précis de l'hôpital Donka à 815 blessés, puisque d'autres ont commencé à arriver les jours suivants. Mais pour la première journée, on a eu plus de 500 blessés. Les équipes étaient tellement débordées. Vous savez, au niveau de chaque service, unité des urgences, il y a un registre pour enregistrer les malades, les blessés, au fur et à mesure qu'ils arrivent. Mais en ce moment, ce n'était plus possible de faire l'enregistrement dans un seul registre. Donc, j'ai dit au chef de service de urgence de démultiplier les points d'enregistrement de malades. Et effectivement, comme il y avait beaucoup de personnel médical mobilisé, on a installé d'autres points d'enregistrement afin qu'aucun malade n'échappe à son enregistrement à l'hôpital. Et ce jour, effectivement, ces points-là ont été installés. Comme on ne pouvait pas donner des registres à ces différents niveaux, on a mis à disposition des feuilles et tous les malades ont été enregistrés. Et c'est au long de la journée,
que maintenant la saisie des données a commencé en tenant compte de tous les supports qui étaient déjà mis à notre disposition. Et vraiment, je voudrais saluer le professionnalisme, l'engagement de tous les professionnels de santé, sous la coordination de la direction générale et avec l'appui du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Parce que ce jour-là, d'ici le matin, toutes les victimes avaient bénéficié de soins. Il y en a eu plusieurs catégories. Ceux qui ont bénéficié des soins ambulatoires. Et la prise en charge était gratuite. Les victimes pourront vous le dire, à moins que ça se passe à mon insu, mais la prise en charge des victimes, tout au long de leur prise en charge à l'hôpital national d'Onka, a été gratuite, sur l'instruction du ministère de la Santé, puisque nous avions reçu beaucoup d'assistance en produits pharmaceutiques d'urgence pour leur prise en charge. Donc, d'ici le matin, ces équipes ont travaillé. Moi, j'ai dû arriver entre 10h30 et 11h, donc depuis cette heure-là, jusque tard dans la nuit, jusqu'à l'aube. Ceux qui devaient recevoir les soins ambulatoires avaient reçu les soins ambulatoires et sont rentrés à la maison. Ceux qui devaient être dans les blocs opératoires, bénéficier d'interventions chirurgicales, ont été dans les blocs. D'ici le matin, tout était terminé. Les implants chirurgicaux que vous connaissez, parce que chacun a eu un parent qui a été victime d'un problème traumatologique de valeur de 5, 10 à 15 millions, tout a été obtenu, mis à disposition des chirurgiens et ces malades ont bénéficié de ces interventions. Ceux qui devaient être aussi hospitalisés pour des soins hospitaliers ont été là, les examens de laboratoire, les examens de radio, tout a été fait pour que ces malades bénéficient de la prise en charge gratuite. Et Monsieur le ministre de la Santé, en collaboration avec les cadres du ministère, ont mis en place immédiatement le comité national de crise sanitaire, qui était composé des responsables hospitaliers des 2 hôpitaux nationaux, donc à Ignazdine, des hauts cadres du ministère de la Santé, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des partenaires du secteur de la santé. Et ces réunions se tenaient régulièrement avec eux pour présenter les situations de prise en charge médico-chirurgicale en cours, tirer les leçons et voir comment améliorer cette prise en charge. Et vraiment, ce jour, comme la journée a été très longue, nous avons un restaurateur qui a encore ses installations devant l'hôpital national d'Onka, qui est vraiment venu à mon secours. C'était un jour férié, les financiers n'étaient pas en place, et il m'a aidé à trouver des sandwichs, de l'eau et du jus pour les équipes médicales. Moi, personnellement, je n'ai même pas pu manger tellement que j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu dans ma vie. Et je tenais à ce que toutes ces victimes qui sont arrivées à Donka bénéficient de soins. Notre rôle ce jour a été de soigner les malades, de soulager la souffrance des victimes, de sauver des vies humaines. Et ça, nous l'avons fait dans les meilleures conditions. C'est vers 19h, 20h, j'ai senti la faim. Je voulais maintenant faire mes prières. C'est en ce moment que je suis monté, parce que la direction est un bâtiment en dehors, qui est un peu loin des urgences. C'est en ce moment que je suis monté dans mes bureaux pour permettre de croquer, de manger un peu, de faire mes prières et de continuer à attendre pour voir si d'autres besoins se présentaient pour les équipes qui étaient en place. Donc, je suis resté là et c'est seulement vers 1h du matin que j'ai cherché à rentrer à la maison pour me reposer et pouvoir revenir le lendemain matin. Mais là où j'étais soulagé, c'est que toutes les victimes, en tout cas qui étaient arrivées ce jour à l'hôpital d'Onka, avaient bénéficié de la prise en charge. Et c'est en ce moment seulement que j'ai décidé de rentrer à la maison pour me reposer. Mais les équipes d'urgence sont restées en place presque jusqu'au matin. Le lendemain, je suis revenu maintenant pour faire la supervision aux urgences dans les services d'hospitalisation, voir
comment les malades étaient en place, s'ils avaient encore besoin de soins. Mais effectivement, les ordonnances étaient envoyées régulièrement à la direction et le service de la pharmacie, je faisais les signatures, approvisionnait, puisqu'on avait reçu. Maintenant, les dons avaient commencé à arriver. La pharmacie a été approvisionnée par la pharmacie centrale de Guinée, les stocks de l'OMS, des différents partenaires. Et finalement, ces malades ont été très, très bien gérés parce qu'ils ont bénéficié aussi de beaucoup de donations. Les personnes de bonne volonté venaient leur apporter des dons en nourriture, des enveloppes qu'on venait leur donner. Et pendant la même période, le président de la transition a mis à disposition un montant à la disposition du ministère de la Santé pour améliorer la prise en charge des blessés, des victimes. Donc, chaque fois qu'on avait besoin, cela a permis de changer la literie, les draps, et chaque fois qu'on avait besoin de produits pharmaceutiques ou bien des films pour la radio, des réactifs pour le laboratoire ou de la restauration, on s'adressait au Comité national de crise sanitaire qui mettait ses moyens immédiatement à notre disposition. Et vraiment, il faut reconnaître que, en tout cas, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais nous avons mis vraiment tout le professionnalisme, notre engagement dans le don de soi, en esprit, en temps et la personne humaine pour que ces victimes puissent bénéficier de tous les soins. Il y a eu une particularité. Ce premier jour aux urgences, si vous voyez les statistiques, il n'y a pratiquement pas beaucoup de femmes qui ont été enregistrées comme violées. Parce que comme il y avait des traumatismes, des blessures, c'est ça mon analyse. Donc les médecins se sont beaucoup focalisés sur la prise en charge des soins traumatologiques et peut-être que par gêne aussi, toutes ces femmes n'ont pas déclaré. Donc vous verrez dans les statistiques que le premier jour-là, aux urgences, c'est noté 4 cas de violence sexuelle. Mais au finish, grâce à de nombreuses ONG et de nombreuses associations féminines, puisque moi-même, je suis une des femmes leaders de ce pays, je fais partie de beaucoup d'organisations et d'associations féminines, donc elles sont venues avec des femmes qui étaient déclarées victimes de violences sexuelles. Et puisqu'elles se cachaient dans les quartiers, elles sont parties dans les centres de santé, mais il y a des ONG, des associations qui ont pu les faire venir à l'hôpital. Il y en a même qui vraiment s'étaient fortement bien installées dans mes bureaux. Les portes étaient ouvertes et chaque fois qu'elles venaient, je les orientais vers la maternité, le service de gynécologie obstétrique pour que l'équipe des gynécologues apprécie leur état. Et vous verrez sur la liste de dons, puisque certaines sont arrivées le lendemain, les jours suivants, ce n'est pas écrit directement viol, c'est écrit suspicion de viol ou victime de viol, violence sexuelle. Ça, les spécialistes peuvent mieux expliquer que moi, ce n'est plus mon domaine d'intervention. Donc, les jours qui ont suivi, elles sont venues et nous allons vous dire tout à l'heure le nombre total de violences sexuelles qui ont été répertoriées à ce niveau. Et pour celles qui avaient des problèmes de traumatisme moraux, nous les avons envoyées à la psychiatrie pour une prise en charge psychosociale et toutes ces activités ont pu être réalisées à l'hôpital national. Donc, au cours de ma supervision le lendemain, dans les différents services et unités qui recevaient les victimes, nous nous sommes rendus aussi à la morgue. Parce que vu l'intensité de notre activité ce jour, nous nous sommes focalisés aux urgences, pour la prise en charge des blessés. Et le lendemain, quand je suis arrivé à la morgue, j'ai demandé, comme je l'ai fait dans tous les services, au chef du service des urgences, de la morgue, puisque la morgue, aussi bien que les autres services et unités, a une particularité.
Et en tant que manager, vous attendez qu'on vous rende compte. Ils font leur travail et ils vous rendent compte. Donc, les deux morgues, donc à Ignazdine, étaient sous la responsabilité du médecin légiste qui nous rendait compte régulièrement de la situation, et la collaboration avec ses équipes aussi a été très très parfaite. Nous avons fait le tour au niveau de la morgue pour voir la situation. Les assistants du médecin légiste qui étaient là à l'époque nous ont dit que c'est tard dans la nuit qu'ils ont reçu certains corps et que vu le temps qui s'était passé, il faut reconnaître que certains n'étaient pas en très bon état. Mais ils allaient mettre toute leur expertise, leur science à profit pour améliorer la présentation de ces victimes. Ce travail a été fait. Et il faut aussi apprécier la solidarité qui a été mobilisée autour de ces victimes. Qu'il s'agisse du président de la transition, du gouvernement, des institutions nationales, internationales, des ONG, des associations, tout le monde venait régulièrement à l'hôpital Donga pour voir les blessés. C'est en ce moment même que nous avons reçu la visite du médiateur, le président du Burkina Faso, qui était venu aussi à l'époque visiter les blessés, plusieurs missions, plusieurs délégations. En tout cas, un élan de solidarité a été mobilisé en faveur de ces victimes. Nous avions reçu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 815 blessés. Et avec le travail des équipes, les 815 blessés sont enregistrés. Du premier blessé au 815e blessé, tout a été enregistré. Prénom, nom, âge, sexe, diagnostic, traitement. 815 blessés. Je vous ai dit qu'il y a eu beaucoup d'ambulatoires, c'est-à-dire ceux qui ont reçu les soins, qui sont rentrés à la maison et à qui on a demandé de revenir régulièrement pour les pansements, pour les injections, pour les traitements. Il y a eu 77 hospitalisés à l'hôpital national donc. 32 cas de violences sexuelles répertoriés par le service de gynéco-obstétrique, la maternité de l'hôpital national d'Onka. Nombre de corps qui ont été déposés à la morgue de l'hôpital national d'Onka, 34 corps. Nombre d'ambulatoires, puisque sur les 815, il y a eu 77 hospitalisés, donc nous avons 738 ambulatoires. Mais dans les 77 hospitalisés, il y a eu 6 cas de décès hospitaliers. Pour les cas de blessés, toutes les fiches sont là, elles sont disponibles. Nous avons toutes les fiches, puisque vraiment, ce n'était que ça mon travail. Comme ce n'est pas la clinique, nous avons pris le temps de répertorier, d'enregistrer et d'actualiser au quotidien, parce que le nombre de blessés variait d'un jour à l'autre. Pratiquement, nous sommes restés près de 3 mois, ou plus même, parce que nous avons des cas qui étaient des handicapés à vie. Section de la moelle épinière, des cas, il y en a qui sont paralysés, il y en a qui vraiment sont handicapés à vie. Donc certains, pour les cas de traumato, sont restés longtemps à l'hôpital. Pour les cas de blessés qui ont été répertoriés par les spécialistes en la matière, nous avions au niveau des 815, lésions par arme à feu, 89, lésions par arme blanche, 14, contusion, 389, violence sexuelle ce jour 28 septembre, 4, des brûlures, 3, autres, 319, ce qui fait 815 blessés qui ont été enregistrés au compte de l'hôpital national d'Onka. Ce nombre de blessés est très lourd parce qu'en tant que professionnels de santé, nous savons que ce n'est pas habituel. Nous n'avons pas connu la gestion de tant de victimes dans notre carrière.
mais vous allez vous rendre compte de l'intensité du travail qui a été mené aussi bien par les équipes médicales que le travail de coordination que nous avons entrepris. Et vraiment, je voudrais dire que ce jour et les jours suivants, j'ai eu deux sentiments. Le premier, c'est d'avoir quand même ce jour réussi la mission de coordination des équipes médicales, qui étaient toutes là en train de travailler et de gérer les malades. Tout le monde voulait soigner, tout le monde voulait sauver des vies humaines, tout le monde voulait soulager la souffrance des vies. Mais notre sentiment de tristesse d'avoir vu une telle situation que je n'aurais jamais imaginé tout au long de ma carrière. Je voudrais vraiment remercier les équipes, les féliciter et dire que le travail qui a été fait, peut-être que je n'ai pas tout dit maintenant, mais je me mets entièrement à votre disposition pour répondre aux différentes questions et vous dire que j'insiste, je signe, je persiste. Ma mission ce jour a été de soigner les malades, d'assurer la coordination des équipes médicales pour soigner les malades, soulager la souffrance des victimes et sauver des vies humaines. Devant Dieu et les hommes, c'est ce que je connais de la journée du 28 septembre 2009. Je me mets entièrement à votre disposition pour les questions d'information complémentaires. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens. Merci. Voilà. Vous voudrez après bien mettre cette documentation à notre disposition pour pouvoir comparer avec la nôtre. D'accord. Monsieur le Président, j'ai été informé, puisque je n'étais plus en place, mais qu'une équipe s'était déplacée pour aller à l'hôpital d'Onka voir la documentation et il y a eu 6 boîtes à archives, voire 7 boîtes à archives qui ont été identifiées. Autant vous aurez besoin d'informations, toutes ces informations sont disponibles en faisant des copies ou en tout cas ce que vous souhaiterez sera fait pour que ces documents soient mis à votre disposition. Je vous remercie, Monsieur le Président. D'accord. Merci pour la disponibilité aussi. C'est pourquoi j'ai précisé pour la comparer avec la nôtre. Vous avez bien dit qu'il y a eu 815 blessés. Est-ce que ça, c'est le bilan total? C'est-à-dire du 28 septembre au jour suivant? Pour l'hôpital national, donc, ce sont ces statistiques que nous avons validées ensemble. Ça, c'est le bilan global. Pour l'hôpital, oui, le bilan global. Je parle de l'hôpital, donc, bien sûr. Vous parlez, voilà, moi, je parle de l'hôpital. Vous êtes là parce que vous étiez la directrice de l'hôpital, donc. Voilà, monsieur le Président. Voilà, pour l'hôpital national, donc, c'est cette statistique que nous avons. Est-ce que ce jour, vous avez constaté la force des forces de défense et de sécurité à Donka? Bon, pour ce qui concerne les forces de défense et de sécurité, je vais vous en parler à 2 titres. C'est-à-dire, nous avons vu des forces de défense et de sécurité d'abord autour de l'hôpital. Mais pour la petite expérience que j'ai, chaque fois qu'il y a des urgences, des catastrophes, même maintenant, là, pendant l'incendie, vous allez confirmer, ça se passe. Il y a toujours les forces de défense et sécurité qui sont autour de l'hôpital. Donc, à distance, par exemple, moi, j'ai vu cela, mais j'ai mis cela au compte de la sécurisation parce que quand il y a des événements, la population veut envahir les urgences, les morgues. Pratiquement, les équipes ne peuvent pas travailler. Donc, chaque fois, pour les actions que moi j'ai vues à l'époque, parce que je suis l'une des directrices qui a géré le plus grand nombre de victimes d'événements sociaux, politiques que la Guinée a connus. Donc, chaque fois qu'il y a des victimes des marches, qu'il y a des victimes des noyades, des incendies ou quoi que ce soit, comme il y a toujours la foule qui afflue,
il y a ces forces de défense et sécurité qui sont autour de l'hôpital, mais qui n'ont rien à voir avec nous. Maintenant, pour ce qui est de leur entrée dans l'hôpital, comme vous avez dit de dire la vérité devant Dieu et les hommes, moi, personnellement, personne ne m'a affronté en tant que militaire. Et peut-être, je crois que quand je suis entré à mon bureau, après, j'ai appris, les médecins, certains parlaient, disaient que les militaires sont rentrés voulant les empêcher de travailler. Mais ce que je reconnais en nos professionnels de santé, eux tous m'ont confirmé qu'ils les ont refoulés, ils leur ont dit de partir. Et à aucun moment, la continuité des soins n'a été interrompue à l'hôpital. Donc, aucun médecin ne vous dira qu'il n'a pas pu soigner un malade. Ça, je n'ai pas eu connaissance, moi personnellement. Certes, ils sont rentrés, ils ont envahi parce que tout le monde a eu cette information, tout le monde a appris. Mais les professionnels de santé les ont refoulés et leur ont dit, nous allons continuer à travailler, nous allons continuer à soigner nos malades. Donc moi, par rapport aux forces de défense et de sécurité, c'est ce que je connais. Mais moi, personnellement, aucun militaire ne m'a abordé, aucun militaire ne m'a menacé. Et je n'ai pas... Mais paraît-il quand même que j'ai des problèmes. Est-ce que... Donc c'est ce que je connais. Est-ce que, madame, est-ce que ces agents que vous avez vus, est-ce que c'est vous qui leur avez fait appel ce jour? Je n'ai jamais fait appel. Je n'ai même pas su. Est-ce que vous avez su exactement pourquoi ils étaient là? Non, je n'ai pas demandé. Ça veut dire que vous ne savez pas pourquoi ils étaient là? Bon, non, vraiment. Mais tout ce que vous avez dit, c'est peut-être des intuitions, mais vous n'avez pas cherché à savoir pourquoi ils sont là. Non, ça vraiment. Nous, on a continué notre travail. Vous venez de dire que certains de vos collègues vous ont dit qu'il y a des agents qui sont venus pour les empêcher de travailler. Est-ce que cela a été? Bon, ça dit, quand je dis, personne n'a parlé en forme de plainte. C'est-à-dire, j'ai entendu aussi. Est-ce que certains vous ont dit que les forces de sécurité et de défense... Attendez. Monsieur le Président, aucun n'est venu se plaindre à moi. Attendez. Hein. Parce vous que avez savez, dit, s'il vous plaît, il oui. faut qu'on se comprenne. C'est vous qui l'avez dit. Hein. Que vous avez entendu que des agents sont venus dans l'hôpital pour les empêcher de travailler, mais qu'ils les ont refoulés et ils ont continué leur travail. Est-ce que ça veut dire que c'est effectif que des agents sont venus pour les empêcher de travailler, même s'ils les ont refoulés? En tout cas, la rumeur a persisté. Et moi-même, ce qui m'a étonné, aucun n'est venu se plaindre vers moi. Mais dans les commentaires, dans les radios, partout, on en a entendu parler. Ce n'est pas quelqu'un, un médecin vraiment, qui est venu ou un professionnel de santé. Madame la directrice, il y a eu tant. Mais moi aussi, j'ai entendu dans les commentaires, comme tout le monde. Vraiment. Et selon ce qu'ils ont dit quand ils sont venus, on leur a dit de partir. Mais je ne peux pas certifier, parce que moi, personnellement, et même le chef de service des juges, le jour où vous l'entendrez, lui-même, il n'a pas vu ça. Mais bon. Ça veut dire que c'est des rumeurs. Voilà. Vous avez dit à la radio, c'est à la radio que vous avez appris. Non, pas à la radio, mais dans les rumeurs, il y a eu beaucoup de des rumeurs. Comment? Précisez-nous, ces rumeurs-là venaient d'où? Des commentaires. Parce que après des commentaires de qui? Comment vous avez appris? C'est ce qu'on veut savoir. Oui, même au sein de la population, comme tout le monde en parlait. Parce que honnêtement, moi, je n'ai pas vécu ça. Les médecins aussi, les professionnels de santé, aucun n'est venu se plaindre à moi. Vous savez, on veut la précision. Voilà, vous avez appris. Vous dites que ce n'est pas la presse, ce n'est pas la radio.
c'est des rumeurs, c'est des commentaires. Oui, des commentaires. Mais surtout. venant de qui, précisément? De certains agents dans la population. Certains agents. Oui, qui parlaient, qui commentaient là-dessus. Mais je ne Quel peux pas. genre d'agents? Les professionnels de santé. Vous avez entendu certains professionnels de santé en parler? Qu'ils en ont été victimes? Bon, eux-mêmes, ils n'ont pas dit qu'eux-mêmes, ils ont été. Chacun disait, on a appris que les militaires sont rentrés dans l'hôpital. Vraiment, c'est ça. Moi-même, vous pouvez demander, vous pouvez faire des enquêtes. C'est pas précis ce que vous dites. Mais bon. Personne ne m'en a parlé. Ce jour, ou les jours qui ont suivi, est-ce que vous avez appris la descente des militaires à la pharmacie de l'hôpital Donka? Bon, ça aussi, les mêmes commentaires, quand j'ai appris, j'ai convoqué l'équipe de la pharmacie. Parce que le problème qu'il y a, j'entends parler de saccager. Bon, quand on saccage une pharmacie, elle est fermée, elle ne peut plus fonctionner. Je suis resté tard à l'hôpital ce jour. En redescendant, je suis parti encore aux urgences. Bon, l'équipe de la pharmacie, qu'est-ce qu'eux, ils m'ont dit? Ils ont dit des gens sont rentrés ici, mais nous les... Voilà, c'est d'ailleurs à travers la pharmacie. Nous les avons renvoyés. Mais en réalité, la pharmacie n'a pas été saccagée. Je crois peut-être en sortant, je crois, de là-bas, qu'il y a eu une fissure. On m'a montré ça, mais c'est resté comme ça jusqu'à la fin. Mais il n'y a pas eu... Les intéressés pourront mieux expliquer. Mais il n'y a pas eu d'interruption de l'activité au niveau de la pharmacie. Est-ce qu'ils vous ont dit, vous avez convoqué, on veut que vous soyez clair. Oui, ça j'ai convoqué. Vous êtes témoin. Oui, la responsable. Vous êtes témoin. Est-ce que ces agents, ces pharmaciens, si je peux les appeler comme ça, est-ce qu'ils vous ont dit ce jour, effectivement, qu'ils ont reçu la visite des agents? Voilà, c'est par rapport par exemple, à la pharmacie, qui m'ont dit qu'il y a des militaires qui sont rentrés dans la pharmacie. Et ces militaires étaient venus pourquoi? Oui, bon, ils les ont menacés, paraît-il. Menacés de faire quoi? En tout cas, d'arrêter de travailler, mais ils n'ont pas accepté, et ces gens même sont sortis de la pharmacie. Et eux, ils ont continué leur... Vous avez parlé de fissures, si j'ai bien compris. Oui, sur une vitre de la pharmacie, par, je crois, les crosses d'un fusil ou quoi. Quand ils sortaient, parce que l'équipe, les personnes qui étaient là auront l'occasion de vous en parler. Ils sont rentrés, les équipes leur ont dit de sortir, ils sont en train de travailler. Ils sont sortis. Mais dire qu'ils ont... le travail a continué. Ça veut dire qu'il y a eu une violence là-bas? Oui, parce mais... que vous avez constaté une fissure sur les vitres. Oui. Est-ce qu'ils ont pu vous dire le nom de certains agents ou certains militaires? Non, ils ont dit seulement les militaires. Mais j'insistais, parce que vous savez, on a beaucoup parlé de ça. J'insistais, je dis, vous avez été attaqués, vous avez été violentés. Ils ont dit non, ils ne nous ont pas touchés, ils ne nous ont pas violentés. Ils sont venus en force, ils ont voulu nous empêcher de travailler. Mais nous, on leur a dit de sortir de nos bureaux. Et nous avons continué le travail.